Ça nous est déjà tous arrivé. Faire une tâche où l'on sait qu'elle pourrait aussi bien être faite par un robot. Copier-coller un email, remplir un tableau, relancer un client, publier un post. Des micro-tâches qui, mises bout à bout, représentent des heures entières de travail à faible valeur ajoutée. Et pendant ce temps-là, le vrai travail, celui qui demande de la réflexion, de la créativité, de l'humain, attend. Ancien développeur full stack passionné de SEO depuis plus de 10 ans, Joanny Thévenin s'est posé une question simple. Pourquoi continuer à faire à la main ce qu'une machine peut faire à notre place ? Avec Séquence, il accompagne des entreprises dans l'automatisation de leurs process grâce au no-code et à l'IA. Mais pour Joanny, l'enjeu n'est pas de remplacer l'humain, c'est au contraire de lui rendre du temps pour faire ce que les machines ne savent pas faire. Bonjour Joanny. Bonjour. Hello, merci pour l'invitation. Merci à toi, c'est très très cool de venir depuis Lyon, de nous rejoindre sur Grenoble, c'est très très chouette. Comment tu vas ? Bah ça va, vous aussi ? Ouais, t'as l'air en forme, ça fait plaisir, c'est trop cool. C'est beau. On va en pas ce se plaindre, moment, c'est clair. c'est vrai qu'on profite. Pour se mettre en jambe, je te propose un petit rallye questions, petit ping-pong rapide. Tu vas voir, c'est pas des questions très intelligentes. Vu que tu viens de Lyon, on s'est dit question tout con, plutôt Saône ou Rhône ? Rhône. Ok. Est-ce que t'aimes le sport ? Ouais. Plutôt Tony Parker ou Jean-Michel Aulas ? Ni l'un ni l'autre. Je suis Saint-Etienne, donc je pourrais pas dire Aulas. Oui, d'accord, ok. Mais sinon, un penchant pour Aulas. Tu dis qu'au bout de 3 fois, on est censé automatiser. T'es à plus de 3 podcasts en tant qu'invité. Du coup, c'est toi ou un clone qu'on a en face de nous ? Ah bah un réel. C'est le vrai de vrai. Ok, on a encore cette chance. C'est quoi l'automatisation la plus absurde ou inutile que t'aies créée juste pour le fun ? Ah ouais, là tu me prends. Pour le fun, automatiser à l'époque mes TCL, mes relevés TCL. Le TCL, c'est le métro lyonnais, l'abonnement de métro lyonnais. Okay. Les relevés qu'il fallait envoyer, par exemple en note de frais, etc. Récupérer, voilà. Récupérer l'automatisation des relevés TCL qui n'étaient pas automatiques à l'époque. Ok. On dit que les développeurs sont fainéants par nature, qu'ils codent des trucs pendant 3 heures pour s'éviter 10 minutes de travail. Tu confirmes ? Oui. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Policier, flic. Ok. À la cybersécurité. Ok. La cybersécurité. Il y avait déjà un truc web, internet. J'ai toujours voulu faire dans la cybersécurité et quand c'était à mon bac, bah justement avant, quand j'étais allé voir conseiller d'orientation à l'époque, les gendarmes m'avaient dit bah on sait pas quelles études il faut faire pour faire ça. Je suppose qu'il faut faire de l'informatique. Okay. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Mais à la base, je voulais faire police cybercriminalité. Ok, très très stylé. Quand t'automatises pas, tu fais quoi ? Je fais du sport. Tu fais du sport ? Je fais au foot ou avec des potes, mais beaucoup de temps quand même sur le PC. Ouais, ça joue un peu ou vraiment automatisation ? Ou tu joues un peu sur le PC ? Non, pas trop. Je geek pas trop. Gaming. Plus play pour le coup. Ah okay. Ouais, j'ai jamais geeké sur PC. Non. Ok. Gamer console. Ouais, plus FIFA, non, tu vois, moi je joue que FIFA. Ah ouais, ça c'est le foot quoi. Ouais, un bon footeux. Ouais. Tu joues Saint-Etienne aussi sur FIFA ou... Non. On est une mauvaise équipe. Un avis sur Timothée Chalamet qui a les maillots de Saint-Etienne bah, partout. c'est bien, ça démocratise, ça démocratise le USA. club aux USA. J'ai vu qu'il y avait même des Américains qui étaient ce week-end au stade grâce à Timothée Chalamet. Ils ont dû arriver à Saint-Etienne, ils ont dû se dire bon, c'est quoi cette ville? Putain, c'est un ambassadeur de fou du coup. Bah ouais, je pensais pas autant que ça. Hein, Quelle dinguerie. Ça, ouais. Oh, bah, voilà. Merci Timothée Chalamet de faire rayonner Saint-Etienne. Ok, écoute, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. L'idée c'est qu'on commence gentiment par qui tu es, ton parcours, etc. Ouais. Tu l'as légèrement sous-entendu, donc avec le côté cybercriminalité. Le dev, du coup, il y a quand même cette espèce de, pas de vocation, mais en tout cas, c'est pas complètement une coïncidence. Alors, c'est plus, je veux dire, je suis plus SEO que dev parce que à la base, comme je te disais, du coup, en fait, j'ai jamais été passionné, je pense, de développement. Okay. Contrairement quand on était à la fac, en DUT, où tous les mecs, ils arrivaient, savaient déjà coder. Moi, j'avais jamais vraiment codé, on va dire, plus que ça. Et donc, j'ai fait mon DUT. Et à la fin de mon DUT, j'ai eu la chance de faire un stage chez Briwood Internet, qui est une grosse agence SEO à l'époque, qui est maintenant été rachetée, qui est beaucoup plus petit, mais qui en 2014-2015 par là. C'était une des plus grosses, je pense, à l'époque SEO. Et du coup, j'étais rentré en tant que développeur chez eux pour faire des outils internes du style des SEO Observer bis à l'époque, qui n'existait
pas, je crois encore. Je me suis vite rendu compte que j'étais pas bon en développement. Et du coup, ils m'ont formé au SEO. Et David, qui était mon maître de stage, qui m'a formé au SEO, qu'aujourd'hui, je travaille encore avec lui. On a des très très bonnes relations. Et je me suis dit, putain, c'est fou en fait. Tu peux faire ranker des sites. J'avais aucune idée de ce qu'était le SEO. Je savais, entre guillemets, on va dire, développer, scripter, faire un peu de PHP, des trucs comme ça. Mais le fait de se dire, putain, en fait, tu peux monétiser, parce que tu le voyais comme ça, je voyais par rapport à développer, je me dis, j'ai la double casquette. Et après, je me suis beaucoup auto-formé, en fait. J'étais en alternance après dans une boîte de e-com où on faisait de la coque personnalisée de téléphone. Donc, ultra concurrentiel à l'époque. On se battait contre alors, je sais pas si ça existe toujours, mais Go Customize, enfin, des gros acteurs e-commerce. Et du coup, je devais gérer la PrestaShop, donc le développement du site sur PrestaShop sur la première année, et la deuxième année, toute la partie, on va dire, market, community management, SEA, SEO, etc. Et là, vu que j'étais tout seul avec mon maître d'apprentissage, c'était une activité annexe, et je me suis auto-formé. Et je faisais tout seul, donc j'avais kiffé, et c'est comme ça un peu que je suis tombé dans le monde du web. Parce que de toute façon, à cette époque-là, il n'y a pas d'études SEO. Il y avait qu'une licence qui était, alors, c'est c'était à celle de Mulhouse, je crois. Mulhouse, Ouais, Strasbourg. Strasbourg ou Mulhouse. Mais c'est une option du MMI. Ah, peut-être. Je crois que c'est ça, c'est même pas une étude Donc, dédiée. toi, Et quand en t'avais fait, regardé, c'était ça. Et ouais, c'était ça. Et j'ai pas pu postuler parce que c'était trop tard quand quand j'avais postulé, après, j'ai fait une licence e-commerce. Ok. Donc, à Lyon, il y a une licence e-business. C'est pas e-commerce, c'est e-business. Donc, c'est Ok. market, un petit peu dev. Et c'est là que ça m'a, où j'ai vraiment plus, on va dire, appris le marketing. Puis à l'époque du dropshipping, les Yomi, les trucs comme ça, où j'étais déjà pas mal autodidacte là-dessus. Et c'est comme ça que on va dire que je suis tombé un peu dans le fait de savoir développer te donne quand même un gain d'avance sur la partie dès que tu fais du web, je pense. Le fait de comprendre un peu comment faire de l'HTML, du CSS, même du JavaScript. Quand tu fais du web, c'est quand même mieux de savoir dev. Donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans le dev, on va dire. Est-ce que t'as quel âge là? 37 années. 37 années? Ouais. Ah bah, vous Ah êtes oui, de la mais même d'accord, année, mais du ouais, coup. je trouvais bizarre, je trouvais que les années étaient quand même très proches. 96. Ouais, bah ouais, bah vous ok, êtes bah de la pareil. même ouais. année. Bah voilà, c'est bon. Non, mais Deux d'accord, je trentenaires. trouvais bizarre, je me disais, putain, par rapport aux années, ça colle avec moi. Tu me donnais C'est plus vieux bizarre. ou plus jeune? Hein? Plus vieux ou plus jeune, tu me donnais? Ah, j'aurais dit 33, tu vois. Ah ouais, donc Mais non. moi, j'ai pas de barbe, donc Ah tu ouais. vois. Tout de suite, on donne plus Non, non, jeune, ça. 96. Ah Ah ouais. ouais. Mais c'est rigolo, même année, un peu le même parcours où tu viens du dev, tu pars Ouais. vers le SEO. Moi, c'est marrant, c'est parce que quand je faisais des sites, je me suis dit, c'est cool, mais en fait, personne les voit, ça sert à rien. Et du coup, Ah oui, c'est toi, là, tu faisais ouais. les sites. Et du coup, en agence, que j'ai découvert le SEO. Je me suis dit, mais Et du coup, t'étais formé comment? incroyable. Script SEO, non, même pas à l'époque? Ouais, si. Ah bah, moi aussi, ouais. Script SEO. Ouais. Script SEO. Mais après, moi, j'étais avec un mec qui était SEO qui m'apprenait du coup. Ok. Et sauf que j'avais signé mon année d'alternance après en développeur. J'étais dégoûté. Bah, comme moi. Je me suis dit, mais putain, mais je peux rien faire. Et la chance que j'ai eue, c'est que je l'avais signé chez Hello Work. Et en fait, j'ai été développeur dans l'équipe SEO. Ah ouais. Ouais, en fait, d'accord. incroyable. Bah ouais, moi, c'est comme ça chez Brio. Tu vois, t'es développeur dans l'équipe SEO, donc en fait, t'apprends de ouf. Et, Bah oui, ouais, c'est les meilleurs trucs, hein. Ouais, c'est clair, t'apprends directement dans le dur. J'ai hâte de voir s'il y aura d'autres points communs au fur et à mesure de l'épisode, on sait jamais, Oh, bah, on pourra sûrement, découvrir. Et du coup, l'automatisation dans tout ça, c'est arrivé comment, quand? Alors, ça arrivait comment? Ça arrivait parce que, du coup, en alternance, dans la coque de téléphone, donc, comme je disais, j'étais pas bon, pas très bon d'un point de vue technique en dev. Et la problématique qu'il y avait, c'était pour des fiches produits, je devais rentrer, je sais plus, 5 ou 6 000 fiches produits, parce que vu que c'était coque de téléphone personnalisée, plus tous les modèles, iPhone 5, iPhone 6, à l'époque c'était les iPhones, plus tous les Galaxy, les Samsung, il y avait Ouais, ça 50 se 000 Galaxy. multiplie très très vite. Et vu que je savais pas trop développer, connecter une API en dev, etc., je me suis dit, putain, il faut que je trouve un tools qui automatise. Et à l'époque, il y avait Zenoposter, ou qui était l'outil sur Script SEO. Tout le monde en parlait. Et je me suis formé à Zenoposter. Du coup, j'avais pris une formation avec Zeoxys à l'époque, le mec qui faisait que de la formation. Oh là là. Oh, les blazes. Ouais. Ouais, c'était Ça remonte. 2000, je sais pas, 2015, 2016. J'ai plus exactement en tête les dates, ouais. Et du coup, c'est comme ça en fait que vraiment je dis, ah ouais, le SEO. Si tu sais pas dev, tu peux encore en plus automatiser en ayant la logique, parce qu'on a quand même, moi j'avais quand même la logique de l'automatisation.
pouvait simuler le navigateur. Ah ouais, là, par contre, c'est puissant. Et après, Covid arrive, t'es bloqué à rien faire et j'avais poncé Zenoposter. Voilà. C'est là, je pense, où je passais 10-15 heures par jour à automatiser tout et n'importe quoi. Parce que Zenoposter, c'est pas le truc le plus friendly du monde à prendre en Ah main. non, en russe, pas de tuto, du Google Translate en russe à l'époque. Fallait s'accrocher, hein. Putain. Je me rappelle. Et c'est quoi, du coup, les premiers trucs? T'as un souvenir des premiers trucs que t'automatises? C'est des trucs perso? C'est pour ta famille, tes amis? Les premiers trucs, en vrai, j'ai beaucoup automatisé des trucs qui servaient à rien. Tu vois, je me rappelle, même on en parlait parce que j'ai beaucoup avec Anthony des Wizards Podcast, on a beaucoup bossé ensemble sur la partie automatisation et on en reparlait encore il y a pas longtemps. Là, on se disait, mais à l'époque, quand on voulait monter des WordPress, on automatisait avec O2 Switch, simuler les navigateurs, des trucs comme ça où on servait des trucs qui servaient, à rien, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu te dis en 2 clics, c'est fait. Mais beaucoup automatisé de WordPress pour le coup. Ouais. Et de spam Black Hat, parce qu'à l'époque, on faisait pas mal de Black Hat, etc. Donc, des sites de local, de locaux, des sites Google My Business, de génération de devis, des trucs comme ça. Voilà, du scrapping, beaucoup de scrapping aussi, scrapping Amazon. Voilà, plus on va dire, voilà, des trucs qui servaient pas à grand chose, mais te dire ah ouais, j'ai trouvé la faille, tu passes à autre chose. Et vu que tu sais comment ça marche une page HTML, le scraper, ça va quoi. Ouais, mais tu vois, des fois, je me rappelle, à l'époque, c'était le scrapping Google, il n'y avait pas toutes ces API qui existent aujourd'hui, les data for SEO, tous les tools. Je me rappelle, on scrapait avec des outils pour casser les captchas. Oh là là, je me rappelle plus comment ça s'appelait cet outil. C'était le truc où quand c'était non, pas reCAPTCHA, mais c'était le truc où quand ça marchait pas, c'était pingé à une API en Inde et le mec allait le faire, Indiens le qui faisaient à la craquer. main. Comment ça s'appelait ce tool? Ah, j'ai plus. C'était l'angoisse. Hein. Ah oui. Monster, non, je sais plus. Bon, oh putain, mais oui, c'est Monster quelque chose. Catch Monster, non? Je sais Cap Monster. Peut-être, c'est peut-être un truc comme ça. Un truc comme ça, mais oui. Cherchera la ref en off. Ah, ça, c'était obscur. Ouais, voilà. Donc, à l'époque, tu vois, c'était, ouais, c'est vrai c'était, il y a 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais 7-8 ans. Et avec ton pool d'IP pour pas se faire blacklist. Exactement, avec des proxys à l'époque, c'est ça. Ouais. La belle époque. Ah, putain. La belle époque. By proxies, putain. Bien loin ça, je de me la rappelle. RGPD et tout. Ah ouais. Là, il n'y avait pas toutes ces questions. Mais au moins, t'apprenais, tu vois, c'est comme ça que tu rentrais dans le dur et te dire, il n'y avait pas toutes ces, alors même aujourd'hui, c'est bien l'IA, etc., tu vois, mais je me rappelle, des fois, on pouvait passer une journée à des trucs, tu te dis, putain, mais, alors que là, maintenant, en un clic, Ouais, c'est clair. les serveurs à administrer. Maintenant, tu peux faire un SSH, tu cliques sur Claude, il te fait la commande. Les regex, les expressions régulières. Tu te cassais la tête à faire les regex, t'allais sur regex 1101, je crois, .net, un truc comme ça. Là, aujourd'hui, putain, on-crawl et les regex, moi, j'ai des mauvais souvenirs. Hein. Voilà, alors que maintenant, la regex, c'est un secret pour personne. Ouais, aujourd'hui, tout est simple. Et dans toutes ces expérimentations, tout ça, séquence, ça arrive quand? Séquence 2024, parce qu'en fait, j'ai eu une première. Alors, j'ai travaillé chez 410 Gone, en agence en 2020. Et 2020, après Covid, je suis parti à Malte rejoindre Romain et d'autres potes, Romain Pirotte et d'autres potes sur la partie affiliation. Après, je suis revenu en France et j'ai monté une première boîte, on va dire, une agence web qui s'appelait Soros à l'époque, qui était liquidée récemment, mais on a liquidé en 2023. On faisait agence, on va dire, classique. Ouais. Un peu comme vous, on faisait SEO, SIA, un peu tout. Et voilà, pas mal d'erreurs, on va dire, première entrepreneuriale à vouloir, je pense, prendre trop de salariés trop vite. On a grossi trop vite. Voilà, pas mal de premières erreurs à 22, 23 ans. Et du coup, quand on a fermé Soros 2023, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'en avais pas un peu marre du SEO parce que j'aime bien ce que fait le SEO, mais je me voyais pas remonter une nouvelle boîte de SEO. Et je me suis dit, bon, il y a Make. En fait, c'était à l'époque où ChatGPT sortait. Ouais. Donc, fin 2022, je pense, ChatGPT est sorti, début 2023. Je crois que ça doit faire ça doit faire 3 ans. ChatGPT est sorti. Donc, déjà, ça a démocratisé un peu, je pense, l'automatisation, entre guillemets. Les gens se sont rendus compte, parce qu'avant, l'automatisation, on pouvait pas en vendre, parce que les gens, on assimilait ça à du dev. Ouais.
et c'était obscur pour les gens, ils comprenaient pas ce qui était possible d'automatiser, etc. Alors qu'en fait, ChatGPT, les gens se sont dit ah ouais, ça peut remplacer, donc c'est un peu démocratisé ça. Je me suis beaucoup formé et du coup, je me suis dit est-ce que je voulais lancer du personal branding un peu. Parce que Romain m'avait toujours dit, lance du personal branding. Et je ne me voyais pas lancer du personal branding sur du SEO. Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde, mes potes y étaient dessus. Et je me suis dit, bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'automatisation. Et à la base, je voulais lancer sur du Zenoposter. Mais je me suis dit, lancer de l'automatisation sur du Zenoposter, sur un truc qui est russe, pas de support en français, les gens ne vont pas comprendre. Ouais. Donc, à l'époque, il y a eu Make, qui avait un peu la hype. Et je me suis dit, c'est pas mal. C'est drag and drop, c'est simple pour les gens. Enfin, c'est simple. Je veux dire, c'est plus mass market que du Zenoposter qui est russe, etc. Et du coup, je me suis pas mal formé à Make. Je me suis lancé un petit peu sur YouTube, faire des petits tutos, des trucs comme ça. Et il y a eu pas mal du coup, qui dit YouTube dit forcément de la demande entrante de lead. En parallèle, il y a Inuiten qui est sorti. Et j'étais avec Clément, du coup, maintenant aujourd'hui mon ancien associé, mais qui lui avait ses projets dans son coin. On a toujours bossé ensemble, ça faisait 7-8 ans qu'on se connaissait, où on a toujours échangé, voilà. Et fin 2023, on est parti au Chiang Mai SEO. Chiang Mai SEO. Et on s'est dit, lui, moi j'avais pas mal de demandes, lui était bon en automatisation et automatisait pas mal de trucs. Il avait pas d'idée de projet. Moi, j'avais pas d'idée de projet. Et on s'est dit, viens, en fait, on tente. Donc, sur 3, 4, 6 mois, on a tenté sur ma boîte, voir si on arrivait à bosser ensemble. On a fait un premier salon sur ma société, de se dire, OK, est-ce qu'il y a de la traction? Parce que c'est quand même un nouveau métier, hein, on va dire. Et, traction directe. Et du coup, début 2024, on s'est dit, on monte la boîte, avec ambition à terme de revendre, de faire un truc sur l'automatisation, devenir leader sur l'automatisation. Et puis donc début 2024, je pense que ça a monté. Ouais, ok. Donc c'est assez. Ça fait jeune, 2 ans, ça fait 2 ans, ça fait un peu plus de 2 cool. ans aujourd'hui. Et là, depuis 2 ans, t'as du monde? Vous avez recruté Alors, au sein de du coup, Séquence? on était 4. Et là, comme je disais, Clément qui m'a quitté, avec qui on s'est quitté en très bon terme. Aujourd'hui, janvier. Donc, ça fait 4 mois. Ok. Enfin, 3 mois. Plus lui sur des projets perso. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, je suis redevenu, on va dire, solo. J'avais 2 alternants. Et en fait, c'est pareil, ça va tellement vite que, aujourd'hui, ce que tu peux faire, ce qui, même moi, à l'époque, quand j'avais Soros, j'en parlais encore avec mon ancien associé, où je dis, putain, on était 10, on peut faire maintenant ce que on faisait à 10, tu peux limite le faire à 1 ou 2. Même là, tu vois, ce qu'il y a il y a 4 ans, enfin, ce qu'il y a il y a 2 ans sur Séquence, je pense que tu peux le faire tout seul. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément, je ressens pas réellement le besoin de vouloir prendre plus de personnes, parce que je me dis, je préfère prendre des projets, on va dire des moyens projets, mais avec des clients que j'accompagne vraiment sur ce que les clients que j'ai, c'est les accompagne, ils ont toujours des nouveaux projets, les former aux nouvelles technologies. Là, c'est Claude. Avant, c'était Make. Après, c'était Nuiten. Après, c'était Claude. Demain, ça sera peut-être, j'en sais rien, OpenClaw, que tout le monde parle de OpenClaw, tu vois. C'est peut-être les amener là-dessus sur la transition et garder, moi, tous les clients qu'on a, c'est quand même depuis longue date. Enfin, longue date, ça fait 2-3 ans maintenant. Ouais, quand même. Donc, il y a toujours des sujets qui reviennent de manière récurrente. Donc, non, aujourd'hui, j'en sens pas forcément le besoin d'avoir encore plus de personnes, d'avoir du humain, etc. C'est vraiment une question que je me suis posée. C'est de se dire, est-ce que, je continue avec plein de monde et du coup à vendre. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est la R&D. C'est la passion. Ouais. C'est de me dire, vas-y, je prends un sujet, je le ponce, j'arrive à la problématique, etc. Et c'est un peu ce que je faisais sur Séquence. C'est-à-dire que je faisais pas que, mais beaucoup de communication, beaucoup de sales, d'avant-vente, etc. Et Clément gérait toute la partie prod. Ok. Mais en fait, tu sens qu'au fond, c'est pas ce qui te fait plus. Enfin, moi, ce qui me fait kiffer, j'aime bien vendre, mais ce qui me fait quand même plus kiffer, c'est d'avoir les mains dans le cambouis. Les mains dans le cambouis, de trouver, d'avoir des vrais projets. De prendre une vraie problématique d'un client et de l'amener à son truc où le client il dit putain, j'aimerais ça, je sais pas comment faire. En mode R&D, quoi. Service innovation des boîtes, tu vois.
Incroyable. Et tu as une typologie de clients que tu adresses en particulier Quand on avait vraiment séquence, etc., vu qu'on était quand même assez cher sur les prix, assez premium, en fait, vu ça reste une agence, tu as des personnes, donc forcément, tu as des bureaux, tu as des trucs comme ça. Tu pas les mêmes coûts qu'un freelance, on va dire, entre guillemets. Et donc, on essayait de viser les grands comptes. Pourquoi ? Parce que les grands comptes, c'est eux qui payent le plus et qui en demandent le moins. Ça, c'est la réalité du. C'est la réalité 80-20. Ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi beaucoup plus dur à rentrer chez les grands comptes. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agence. Je pense qu'on était les premiers à faire agence N8N. On était vraiment spécifique. Au début, Make et après N8N. Et on était vraiment les seuls, je pense, à faire que du N8N. Il y avait beaucoup d'agences qui étaient des agences de dev ERP avec une brique un peu qui proposait des projets N8N. Mais nous, on faisait vraiment que ça. Et du coup, le fait d'arriver comme ça et de pouvoir vendre du N8N plus que du freelance, du coup, les DSI, par exemple, elles prenaient confiance en toi parce que tu es une agence, tu as plusieurs personnes, etc. Alors qu'un freelance ou solopreneur, tu vois, on bosse avec le CIC, par exemple, et je bosse encore avec eux. Jamais j'aurais pu acquérir le CIC en étant solopreneur. C'est impossible. Voilà, Donc, je pense que ça a fait Maintenant, je prends plus des gens qui ont les moyens des ambitions. C'est-à-dire que de se dire, OK, parce que j'ai des petits clients, mais qui sont prêts à payer cher pour automatiser une grosse partie derrière une rentabilité. Tu vois. Voilà. Mais donc, tout type de clients, mais pas les petits projets, on va dire. Et sur les grands comptes, je sais pas si tu as vu là très récemment, il y a eu une petite étude qui est sortie sur l'utilisation de Claude Code et de l'IA dans la création du code et qui disait que apparemment finalement la qualité n'est pas bien et n'est pas beaucoup utilisée. Et il y en a plein qui disaient mais non, c'est juste les gens qui ont tendance à downgrade les résultats de l'IA pour aussi par crainte de leur poste. Et est-ce que toi tu as vu une peur de l'acceptation de l'IA dans les grands comptes ? Moi, j'ai beaucoup de clients avec qui, déjà, c'est Claude, il veut même pas en entendre parler. Hein. Ok. Il y en a beaucoup. Quand je te parle dans les grands comptes, il y en a beaucoup qui veulent pas entendre parler de Claude. C'est copilot, first, etc. Et il y en a beaucoup, des gros freins à la partie cyber, DSI, cyber, etc. qui se disent. Maintenant, je pense. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur ? Je pense pas. Je pense que c'est aussi des. Non, je pense pas. Enfin, peut-être qu'au fond d'eux, ils ont peut-être peur, mais il y en a qui vont se faire manger. Par contre, s'ils prennent pas le virage, et il y en a déjà qui, je pense, ont ramassé sur certains points quand ils n'ont pas pris le virage. Mais non. Sinon, au final, les gens veulent quand même. Maintenant, tout le monde utilise l'IA, moi, tous mes clients. Alors qu'il y a un an et demi, il y en a beaucoup qui étaient quand même, il y a un an et demi, il y en a beaucoup qui voulaient pas. Là, maintenant, la majorité des clients l'utilisent. Mais voilà, du Claude Code, non, pas encore. On est encore loin de. Dans les grands comptes, je te parle d'utiliser du Claude Code. Hein. Du moins avec ceux que avec ceux que j'accompagne. Et du coup, aujourd'hui, tu t'adresses à des chefs de produits, des entrepreneurs, des devs. C'est quoi à peu près les gens avec qui tu discutes le plus? Service market beaucoup. Ah ouais, ok. Ouais, en vrai, vu qu'on est quand même pas mal SEO, on va dire market global, c'est quand même pas mal de projets de marketing. Donc généralement, c'est les chefs de projet, les CMO, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, ceux qui ont responsables de market, qui ont des problématiques, voilà, sur des projets par exemple, ou alors des agences. Des agences pour leurs clients, tu vois. On bosse avec pas mal d'agences partenaires. Qui ont, je prends un exemple de SEO, qui ont des briefs de rédaction à faire pour leurs clients, faire des SaaS internes pour les agences. D'accord. Beaucoup d'agences qui sont des prescripteurs. D'accord, ok. Pour le coup. Ah oui, c'est pas de la sous-traitance. Non, ça dépend. Il y a des clients. Non, généralement, les agences avec qui on travaille, vu que nous, on bosse pas en marque blanche. Enfin, je dis nous, mais je bosse pas en marque blanche. Et à l'époque, on ne voulait pas bosser en marque blanche parce que ça te perd tous tes process, etc. C'était un peu le deal qu'on avait. C'était en mode, ok, on peut faire un geste. Par contre, on bosse pas en marque blanche. Donc, en fait, c'est partenaire, quoi. C'est vraiment partenaire. Et les clients sont d'autant plus. C'est mieux pour eux, tu vois, de bosser. Ils ont un expert. Alors après, il y a des clients, on a fait des tools internes pour eux. Et eux, derrière, ils pluguent leurs clients. Mais ça, c'est pas, on bosse pas pour le client en direct.
Ouais, bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, une journée chez Séquence, ça ressemble à quoi? Parce que faire de l'automatisation, c'est bien, mais c'est quand même hyper abstrait. T'es sur des projets hyper Alors, larges, c'est hyper différent. en vrai, aujourd'hui, déjà, j'ai pris une rigueur, c'est de pas prendre les calls le matin. Ok. Ok. Aucun call le matin. Ouais. Donc ça, déjà, c'est... Donc le matin, je fais toujours, sauf le lundi matin, où le lundi matin, je fais mon calendrier édito, mon contenu, machin, et la partie admin, on va dire, tout ce qui est email, administratif. Tous les autres matins, je fais la prod. C'est-à-dire que généralement, j'arrive à gérer 2 clients par matinée. Et d'autant plus maintenant avec du Cloud Code où tu peux plugger du N8N, etc. et avoir deux terminaux d'ouvert et du coup bosser, switcher sur 2 clients. Mais généralement, le matin, prod. L'après-midi, call quand même. Au moins 1 ou 2 calls par jour. Et fin d'après-midi, je reprends un peu les sujets de prod. Mais généralement, c'est ça. Matin prod, de 14 à 15h30, call, de 15h30 à 17, reprendre plus, on va dire, des projets où il y a moins besoin de réfléchir sur la partie algorithmie, plus sur des petites tâches de fond, par exemple, connecter des WordPress où il n'y a pas de la vraie réflexion, de la vraie algorithmie à faire. Et après, fin de journée, les mails. Normalement, c'est comme ça que... Mais les tâches qui sont vraiment... Parce que l'automatisation, il faut quand même avoir une bonne logique, tout part du... J'aime bien faire sur Whimsical, mais tout part du wireframe dès le début, en fait, de l'algorithmie, de la logique. Et ça, pour moi, c'est des tâches que tu fais le matin quand tu es à fond. C'est pas après faire 5 heures de call ou des trucs comme ça que tu peux réfléchir à comment avoir un produit scalable, quoi. Oui, parce qu'au final, l'automatisation, le produit, entre guillemets, en tant que tel, il arrive un peu en bout de chaîne. Il y a quand même tout l'amont où Ouais, et il y a aujourd'hui, tout le besoin produit client, est, tout ça. est remplacé par Cloud Code, hein, pour Oui, tout, hein. voilà. Ouais. Mais par contre, d'avoir la logique de se dire, Sûr. telle étape numéro 1, je dois faire appel à tel outil. Étape numéro 2, une fois que j'ai fait ça, concevoir la base de données, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup de conception de base de données. Aujourd'hui, je trouve que l'IA, enfin, une conception de base de données, juste dire à l'IA, fais ta base de données comme ça, je trouve que c'est pas... Il va pas avoir la logique de la scalabilité, tu vois. Et je pense que moi, le vrai point fort que j'ai, c'est de transcrire le besoin client en écriture pour la machine, si je puis dire. C'est faire, en fait, ma force, c'est de savoir faire le cahier des charges c'est ça, parfaitement. traduire. Traduire le besoin en outil. C'est là-dessus que, et savoir aussi quel bon outil. Scraper Google, je sais que tel outil pour aller scraper Google, il coûtera beaucoup moins cher et sera beaucoup plus performant. Tu veux faire, je sais pas, un brief de rédaction, tu veux aller récupérer. En fait, je pense que la force, elle est là, c'est de connecter les bons outils, connaître et connaître aussi la base de données, d'avoir une bonne vision d'ensemble du projet, quelles sont les étapes suivantes du client, etc. Et ça, le fait de savoir choisir les outils, j'ai discuté il y a pas longtemps avec un gérant d'agence, et du coup, il découvre cette partie Cloud Code, création, et t'as l'impression que c'est un nouveau monde qui vient de s'ouvrir, c'est dingue. Sauf que dans les faits, il y a quand même beaucoup de choses qu'il avait en tête quand on a discuté, qui étaient juste faisables par un dev avec une API. Il y a beaucoup de wrappers d'API, hein, c'est ça. Carrément. Et du coup, c'est vrai que c'est marrant je pense que en tant qu'ancien développeur, t'as une longueur d'avance parce que justement, ce champ des possibles, il était déjà plus ou moins là. Et qu'en fait, tu sais déjà que tu vas pas réinventer la roue. Aujourd'hui, un marketeur qui va se lancer, va se dire, on va essayer d'aller scraper Google et tout. Ouais, voilà, ça. Ouais. Mais je pense et ça revient un peu une aparté sur le monde du SaaS, l'avenir du SaaS, tu vois. Moi, j'ai une vision, j'en parle avec mon ancien associé qui est à fond en train de créer un produit, mais de créer un produit. Mais j'ai du mal à voir la vraie vision de la valeur de ta boîte si tu es juste un wrapper d'API. C'est-à-dire que si tu es juste à connecter 3 API, sauf si tu es très très bon en market. Mais aujourd'hui, ton SaaS, il peut être refait en 5 minutes, quoi. C'est-à-dire que par contre, si tu as la donnée brute et vraiment, je pense que l'avenir, c'est ça, c'est ceux qui ont la vraie data, quoi. Ouais. Ou alors l'expert, mais dans le monde du produit, après, parce que tu as l'expertise sur le monde du service. Mais si tu es juste demain à te dire, je sais pas, je vais refaire un SEMrush bis, tu connectes Data for SEO et c'est bon, les data, t'as pas besoin pour refaire un SEMrush bis, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, demain, tout le monde va vouloir recoder ses propres tools en interne.
Bah, c'est déjà ce qu'on a un peu en interne. Ouais. Bah ouais, tu vois, tu dis vas-y Notion par exemple. Moi, je bosse beaucoup avec Notion. Vas-y Notion, c'est éclaté parce que il manque cette brique. Bon, bah, je vais me le redévelopper. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Mais moi, Notion, je déteste Notion parce que je comprends rien. Et j'ai pas envie de faire l'effort d'apprendre. Du coup, voilà. Sauf que Madame est très forte en Notion et pour qu'on ait un suivi global, on est quand même obligé de centraliser les infos. C'est sûr. Et du coup, en fait, moi, je me suis juste fait une surbrique juste pour les tâches. Et comme ça, j'ai pas besoin de comprendre comment ça marche. Et en même temps, toi, tu vois tout ce que je fais. Et je vois tout ce qui est fait. Tu vois, moi, c'est pareil. On bosse avec Notion. Je ne comprends pas le principe. Je bosse avec Trello les tâches. Ah, oui. Dès que j'ai une tâche Notion, ça va se mettre dans mon Trello. Et Trello, c'est simple. C'est 3 checklists, des to-do. Oui, mais Notion ne fait pas ce truc-là. Ouais, mais c'est overkill Notion pour ça. C'est trop. Mais ouais, voilà. Mais c'est clair. Mais quand c'est dans ton process, putain, c'est chiant. Non, mais je suis d'accord. Ouais, mais donc voilà, tu vois, il y a plein de SaaS qui, je pense, vont se redévelopper. Aujourd'hui, des tools de management interne, à l'époque, ça n'existait pas. Ça en sort un par semaine. Des tools d'optimisation de contenu, ça en sort un par jour. Enfin, voilà, il y en a. Et je pense que l'avenir du SaaS, j'ai du mal à y croire, moi. Peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai du mal à y croire si t'as pas la vraie donnée brute. Tu vois, même Papers. Papers, en fait, alors maintenant peut-être un peu mieux, mais à la base, c'est un wrapper de DataGouv. Hein. Ils vont récupérer les nouveaux trucs de DataGouv et ils te les centralisent avec une mise en forme qui est beaucoup plus jolie que la base InPy. Si je rétrécis, ils ont sorti le MCP, le Data for SEO. Le DataGouv a sorti son MCP là il y a peut-être 3 semaines, un mois. Maintenant, je pense que voilà, tu peux aller interroger la base InPy facilement pour te faire ton micro-société.com ou Papers. Quoi. Ouais, c'est après à quel point tu arrives à avoir une valeur ajoutée différente c'est sûr. Qui te fait conserver l'utilisation de l'outil. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, payer enfin, je sais pas quel modèle économique de Papers, mais. Ouais, si tu payes, alors tu as quand même toute une base gratuite, mais ouais, après, mais tu payes à l'API, je crois que c'était pour payer l'API. Aujourd'hui, tu vas taper direct dans la base InPy alors que tout le monde peut le faire. Ouais. Non, c'est clair. Et du coup, toi, tu disais que ta grande force, c'était de comprendre le besoin utilisateur, final client, pour le transcrire à l'IA. Tu as un espèce de Canva ou de template ou de choses comme ça pour comprendre vraiment le besoin, ou c'est vraiment de l'expérience de... Parce qu'il y a des mecs qui doivent arriver avec des idées qui n'ont ni queue ni tête parfois, non ? Vu que j'ai pas 50 000 clients et que c'est des clients quand même de longue date, alors les nouveaux clients, c'est toujours... Pas toujours, mais 90% du temps, c'est les mêmes demandes que j'ai eues d'expérience. Okay. Ouais. Mais sinon, je pense que je m'imprègne à chaque fois du client. C'est-à-dire, tu vois, un truc con, mais j'avais un client, c'était une menuiserie. Je connais rien de menuiserie, je suis pas du tout bricolage. Tu vas une journée chez lui à voir comment c'est son process de. Je dis, c'est une menuiserie, c'est une grosse menuiserie. Hein, c'est pas le petit menuisier du coin. Hein. C'est une grosse. C'est comprendre. Comment ça marche un appel d'offres pour la menuiserie dans le monde. Voilà, c'est vraiment comprendre le besoin et passer du temps à vraiment comprendre le besoin, comment marche son client, comment marche le client. Et je pense que s'adapter et aller au fond aller chez le client, se rendre compte, voilà, et c'est ça qui fait la différence, quoi. Parce qu'il y a je trouve, trop d'agences qui s'imprègnent pas, d'agences ou de n'importe, mais qui ne s'imprègnent pas du besoin client et qui font en mode sur mesure. Tu vois, j'ai un site internet, je te prends un client, on reprend le menuiserie. J'ai fait ça pour tel menuisier, je vais revendre et je vais me dire, je vais revendre tout pareil à tous les menuisiers. Non, je pense que c'était ça aussi. Moi, j'aime bien apprendre de nouveaux trucs et du coup, c'est poser des questions. Même si au fond, ça m'intéresse, je saurais jamais refaire. Ça m'intéresse de comprendre. Dans le cas la menuiserie, dans un autre cas, ça sera, je sais pas, les équipements de sport. En fait, c'est la curiosité avant tout, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, je te disais, j'aime bien, c'est la R&D en fait. Ouais. Parce que moi, j'aime bien trouver la faille. Une fois que j'ai trouvé, ça m'emmerde. J'ai trouvé. Vas-y, tu vois, c'est se challenger en fait. C'est se dire, ah ouais, là, j'ai craqué le truc. C'est bon. Objectif accompli et. C'était ce que t'avais en kiff un peu avec le SEO aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, le SEO, c'est ça, c'est de se dire. Putain, j'ai niqué Google. Ouais, c'est ça. Ou alors d'arriver des challengeants sur des grosses requêtes, tu vois, de se dire à l'époque quand je bossais pour 410, on était premier sur agence SEO, je crois. Un truc comme ça, tu vois, c'est de te dire c'était l'objectif, arriver premier ou top 3 sur agence SEO. Bon voilà, boum, tu l'as fait et toute la strat que tu as mis en place. Et du coup, l'automatisation, c'est un peu ça. C'est de se dire le client a une problématique et tu as l'impression d'être un génie par rapport alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Mais
le fait de se dire, le client, il y a des trucs qui pensent que c'est impossible et toi, tu lui proposes un truc. Et au final, il est content, tu vois, c'est de se dire, et puis c'est tangible. Alors que le client, il a vraiment le SEO, bah, c'est tangible aussi, noire, mais tu vois, c'est long. Des fois, le SEO, tu te dis, beaucoup de R&D, beaucoup de tests. C'est un peu comme du dev, en soi, de l'automatisation. C'est tangible. Si ça marche. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus immatériel, le Ouais, SEO. voilà, Ouais, c'est clair. Et est-ce que parmi les besoins que tu as vus ou on t'a demandé, tu as vu une entreprise où il n'y avait rien à automatiser? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe selon toi? Oh, ça doit sûrement exister, hein, mais s'il n'y a rien automatisé, normalement, ils nous font pas appel. Est-ce que par kiff, ils se disent, putain, j'ai envie de tout automatiser? Alors, par contre, ça t'en a beaucoup qui croient, moi, j'essaie de les recadrer. Attends. Est-ce que tu as vraiment besoin? Ouais, okay. Et il y a des trucs, nous, il y a certains clients, on leur a dit, c'est pas rentable d'automatiser. Ah oui, à l'époque, génération de vidéo, je crois, c'était du short TikTok, mais il n'y avait pas tous les Opus Clip, Magic, tu vois, où je sais pertinemment que ce qu'on va faire sera moins bien fait que l'humain. Ouais, ok. Donc là, dans ce cas, on va leur dire, on peut te le faire, mais ce sera pertinent que le résultat sera beaucoup moins bien que de l'humain. Il y a encore des choses. Hein. La vidéo, je trouve qu'aujourd'hui, automatiser de la vidéo, peut-être que je peux me tromper, hein, mais automatiser de la vidéo mieux que de l'humain, compliqué. Ok. En termes de montage, en termes de création vraiment de vidéo? En termes de créativité, ouais. Ok. Autant c'est juste du script, bon, bah, ça, je pense qu'un script, un copywriter, il peut être remplacé. Enfin, je pense que l'IA, un basique. l'IA peut remplacer, mais aujourd'hui, remplacer vraiment la créativité d'un montage, ouais. Je pense que c'est compliqué. Bah parce qu'on tombe très vite dans le truc artistique de un montage, c'est une mise en scène, donc il y a quand même ce côté créatif de. Et je pense que les gens aussi, à regarder toujours les mêmes vidéos, tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, tu prends les vidéos de Squeezie, il faut toujours trouver des nouveaux concepts. Faut qu'ils percent. Si au bout d'un moment tu cherches toujours le même concept, ça marche plus. Bah ok, l'IA ça a marché sur les Yeti à l'époque, sur Instagram, TikTok, tout le monde voyait les Yeti, ça marchait 2 semaines. Mais de regarder, je pense que, je sais pas, la partie vidéo, j'ai du mal à voir aujourd'hui comment l'automatiser à 100%. Bah oui, puis c'est vraiment, enfin c'est le revers de la médaille, c'est de l'IA générative, mais du coup elle se base sur que des trucs qui existent avant, donc au final, ouais, en termes de créativité, je sais pas, cette patte un peu perso, quoi. Et tu le vois plus largement dans la partie créative, même que ce soit une DA sur une marque ou. Parce que je pense alors moi, ça, je suis pas bien placé pour en parler. J'ai du mal à comprendre, et ça, j'ai toujours eu du mal depuis que je suis dans le web, à comprendre comment les gens mettent 5, 10, 15 000 dans un logo, tu vois, 10, 15 000 euros dans une création de marque, dans un truc comme ça, parce que je pars du principe, moi, que ton logo ne fait pas mais peut-être que je me trompe, hein, et je dis pas que, mais de se dire, mettre aussi cher dans une création de marque et dans un branding, c'est pas ça qui fait la qualité de ton taf. Ouais, tout à fait. Ça garantit rien. Donc aujourd'hui, nous, Séquence, on l'a trouvé avec ChatGPT. On avait fait appel à une agence de naming. Ils n'ont pas trouvé quelque chose de correct. ChatGPT, voici ce que je fais. Tac, 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 tac. Il m'a proposé 50 noms. Et il dit, oh putain, c'est pas mal ça. Boum, Séquence, il nous l'a proposé avec un E. Je dis, ah ouais, c'est pas mal. Il t'expliquait pourquoi. Séquence avec un E. Je dis, ah putain, Séquence avec un E, c'est le nom, quoi. Boum, tu changes le E par le A. Bah, tu vois, ça te donne ton nom. Et ça fait séquence d'automatisation, séquence d'email, tu vois, tu as toujours Et ChatGPT me l'a trouvé. Et tu vois, là-dessus, sur cette créativité un peu comme ça, je pense, mais sur la partie créativité graphique, j'ai dit, bah, on le voit, toutes les maquettes, elles sont pareilles. Tu dis à l'IA de te faire un SaaS. Ou après, tu viens faire du prompting, quoi. De la créativité du prompting, mais qui reste l'humain à savoir faire un bon prompt. Oui, c'est ça. Tu rentres plus dans des logiques d'automatisation. C'est des logiques d'itération. Ouais, c'est des logiques d'itération. Et c'est encore la créativité humaine qui va te faire pourquoi tu as un bon brief, un bon contenu vs un mauvais contenu, parce que le mec, il a passé 3 jours à faire un prompt. Là, je suis sur un projet avec un client sur de la traduction pour un énorme e-commerce qui doit traduire en 30 langues, je crois. Le prompt et le process de traduction, on a dû y passer, je pense, entre 5 et 6 jours de taf à deux. Donc, et tu te dis, bah ouais, tu as une traduction qui est parfaite par rapport à un mec qui dit juste traduis-moi oui, bien sûr. Traduis-moi nativement ou littéralement. Par contre, le process, il est ultra chiadé, ultra long, ultra complexe. Mais tu vois, la différence, elle est là, je pense, entre aujourd'hui, la créativité se fait peut-être plus dans le prompting, aussi dans les gens qui savent bien prompter, bien aller au bout des choses. Tu vois, c'est comme tout, tu as des mecs qui vont être
en surface, ou alors si tu vas pousser la machine, je pense que ça fait le taf aussi. Ça fait mieux le taf. Quand tu vas mettre en place des projets d'automatisation dans des entreprises, c'est quoi les retours un peu que tu as Est-ce que tu as déjà entendu le fameux ça détruit des emplois Ouais, ça, un peu. Ouais, à l'époque, c'était pour un grand compte. T'inquiète. Pardon. T'as toujours les mains Ouais, je dois l'avoir. Attends, tu mettras sur pause. Ouais, t'inquiète. La magie du montage. Ah, il est là. Il est tombé à ta gauche. Ouais. Tu reposeras la question. Oui. Comme ça, hop, bon, il reprendra la question. Oui, c'est nickel. Allez. Allez. Toi, quand tu vas mettre en place des projets d'automatisation justement dans des entreprises, c'est quoi les retours un peu que tu as une fois que c'est installé ou bien même pendant la mise en place? Est-ce que tu as déjà eu le fameux ça détruit des emplois, ce genre de choses? Ouais, c'est plus avant, justement, avant l'implémentation. Ouais. Que, par exemple, là, pour le cas d'un grand compte, à l'époque, on avait la problématique, c'était de l'automatisation de QCM. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un grand compte, enfin une grosse structure qui a un grand groupe de formation qui devait générer des QCM Calliope en fonction de plans de cours. Mais la responsable pédagogique, elle peut pas être experte en finance comme experte en HTML, par exemple. Donc, elle prenait le PowerPoint, elle avait le PowerPoint de la personne, elle avait 70 slides, et elle générait des QCM plus ou moins comme ça. Et au début, certaines personnes de la boîte étaient quand même... Donc, nous, l'automatisation, c'était tu devais prendre un cours en entrée, le parcourir, et en fonction des questions, générer des QCM plus ou moins compliqués avec plein de questions, pour que derrière, du coup, l'IA génère, et le responsable pédagogique a juste à sélectionner quelques questions en fonction des textes à trous, des multi-choix, etc., pour en faire, on va dire, un contrôle un peu à la fin, ouais. Et au début, la personne ultra réticente, bah non, ça va me remplacer, blablabla. On a 4 personnes en interne qui font ça, etc. Mais en fait, vu que c'est des tâches qui étaient le cours, les questions, c'était tellement long et chronophage que les questions n'étaient plus à jour. Les cours, une fois sur deux, ça passe à la trappe, etc. En fait, vraiment réticent au début. Et après, quand ils se sont rendus compte que du coup, ils pouvaient faire plus de temps, plus de choses sur de la meilleure valeur ajoutée, là, ils sont d'accord. Je pense que tu en as beaucoup qui sont réticents tant qu'ils n'ont pas vu le vrai gain qu'ils ont. Ils ont dit, putain, je vais sauter. Mais non, c'est pas que tu vas sauter. C'est qu'aujourd'hui, au lieu de passer 3 heures à faire un truc qui a zéro valeur ajoutée, tu vas vraiment faire un truc qui va servir. Ouais. Mais par contre, en étant 100% net, oui, par contre, je pense que c'est pas eux qui vont se faire remplacer, c'est ceux d'après. C'est-à-dire que t'as plus besoin de stagiaires aujourd'hui. C'est vrai. Enfin, c'est peut-être assez pragmatique, mais avoir un stagiaire pour rentrer des fiches produits à l'époque, moi, premier un stagiaire, je rentrais des fiches produits dans du WordPress. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boîtes qui prennent des stagiaires pour rentrer des fiches produits, quoi. Disons que les stagiaires et même à plus grande échelle les alternants étaient vraiment là pour faire un peu du salariat déguisé. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que la valeur elle sera plus là. Alors... Et là, en fait, moi, c'est plus là-dessus, en fait. C'est pas eux qui vont sauter. C'est pas eux, c'est pas nous. Enfin, moi, c'est pas les clients en eux-mêmes qui vont se dire, je vais te remplacer, t'auras plus rien à faire. Mais par contre, avant, tu avais 4 personnes, tu en as une qui part, et on va pas remplacer ce poste. Ouais. Je pense que c'est plus dans ce cas-là que ça va sauter. Fait pas bon être junior en ce moment. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de le dire, mais certaines. Je pense que même, non, mais même pas en tant que junior, même pour trouver des jobs aujourd'hui, je pense. J'ai 2-3 potes qui essayent de chercher, moi, à droite, à gauche. J'ai l'impression que c'est comme si t'as pas pris le vrai virage de l'IA. C'est quand même compliqué. Je pense que les gens restent aussi planqués à se dire, vas-y, je suis dans ma boîte, j'ai pas envie de forcément en sortir, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un truc qu'on a dit encore aujourd'hui, il vaut mieux être maçon que dev junior. En vrai, alors c'est beau, c'est une rigueur physique de fou, mais c'est vrai que tu seras beaucoup moins remplaçable, ça. Surtout plus en dev, hein. Moi, je pense les devs. Alors, il y a peut-être plein de devs qui vont nous écouter, qui vont nous dire l'inverse, mais junior dev aujourd'hui, je vois pas vraiment l'intérêt. Autant t'es senior, t'as toute ton expérience, toute ton expertise, la partie sécurité, la partie expérience, etc. Là, il y a pas de souci, tu seras jamais remplacé. Mais aujourd'hui, si t'es un intégrateur WordPress qui fait l'intégrateur de Maquette Figma,
et que tu proposes en tant que junior, enfin, j'ai du mal à voir qui c'est qui va vraiment embaucher quelqu'un pour juste intégrer ça, quoi. Si t'as pas une vraie plus-value. Ouais, c'est ça, où il faut très vite choper le truc de ok, je me positionne plutôt en stratège, j'essaie de proposer des choses et pas juste intégrateur. Mais aujourd'hui, quand t'as pas l'expertise, que tu rentres dans le monde du travail et te dire putain, comment tu te différencies Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, tu disais que les gens avaient tendance à changer d'avis sur l'automatisation et d'arrêter un peu cette crainte. Et c'est aussi parce que vous les formez, tu les formes à l'automatisation qui a été mise en place? Ouais, nous, alors je sais pas comment vous fonctionnez en tant qu'agence, on va dire, de dev, mais nous, on est enfin, ça dépend des gens de dev, mais on vend pas c'est-à-dire qu'on on vend forfait. Ça, c'est, je te donnerai 1000. Bah voilà, c'est 1000. Après, je te forme, j'ai documenté le truc, mais tu payes pas tous les mois de la maintenance, des trucs, des contrats. C'est, voilà. Après, si tu as besoin on te forme, demain, tu peux reprendre le projet par un autre prestataire, si tu as envie. Et si tu as besoin d'une évol, ben, tu nous appelles, on te refait un forfait, etc. Mais, contrairement à du SEO, on a beaucoup cherché avec Clément à comment. Parce qu'avec Clément, on a toujours bossé, moi dans les SEO et lui dans l'affiliation, on a toujours bossé en recurring. Récurrent. Et d'arriver sur un modèle où c'est compliqué de vendre du récurrent, parce que les SEO, c'est simple à vendre du récurrent. Du SEO, du SEA, et tous les mois, tu fais des campagnes, des backlinks, tu as toujours des trucs à faire, tu as de l'évolution. C'est très clair dans l'imaginaire collectif que ça fonctionne comme ça et c'est logique. Et du dev, mis à part vendre un site à 1000, mettons un site 1000 €, le vendre sur 10 mois à 100 €. Non, j'ai du mal à voir comment, ou de la maintenance, mais nous, on voulait pas partir sur le mode maintenance parce qu'on voulait se dire, moi, j'ai pas envie que le week-end, le mec, il m'appelle, son automatisation l'a pété. Ouais. Ça, je comprends. Donc, comment tu vends du récurrent sans vendre de la maintenance? Bah, on n'a pas trouvé. Donc, ça, c'est un peu le truc frustrant de se dire, de pas avoir craqué le truc, ou alors on n'a pas trouvé, soit on a été mauvais vendeur, à pas réussir à avoir une proposition de valeur, parce que je pense qu'il y a une proposition de valeur, mais nos clients sont trop petits pour ça. Enfin, quand je dis trop petits, pas assez prêts à payer. Mais sur la partie éducation, tu vois, à l'époque, on voulait vendre des packs à l'année, par exemple. Bon, je dis une connerie, je sais plus 10-15 000 balles l'année. Et on est ton référent IA innovation. On t'externalise ta partie innovation. C'est-à-dire que nous, on est force de proposition pour toi. On fait de la veille. On te propose les meilleurs outils. On va former tes équipes. On est vraiment… en gros, l'idée, c'est l'IA. Il y a plein de superflus, etc. Tu en entends parler de partout. Bah, nous, on t'enlève ça et tous les mois, on te donne Mais pour ça, je pense qu'on avait pas assez les bons clients pour ça. Toi aussi, non? Peut-être que c'est un peu toi aussi. Hein. Ça va être dur à conceptualiser pour le client. Moi, c'est ça, c'est pas tangible. Oui, mais pourtant, les mecs, ils sont prêts à payer des PowerPoint. Ouais, mais au moins ils ont le truc. Mais ça, c'est plus tangible. C'est bizarre. Des fois, tu te dis, il vaut mieux vendre un truc. Non, puis après, il y a des habitudes, il y a de l'historique aussi. Puis quand tu es dirigeant de grands groupes, je pense que tu es peut-être un peu frileux ou tu dis qu'il y a peut-être plus important, je sais pas. Mais je pense que vous avez été trop visionnaire. Je pense trop tôt. Trop tôt aussi, je pense. Ouais, je pense trop tôt. Il y a toujours une notion de timing. Non, mais je pense qu'on était trop au début. Quand on a monté une huitaine, on devait convaincre les gens pourquoi une huitaine. Pourquoi une huitaine pour on passait des heures avec les DSI, c'est pas ISO 27001, c'est pas RGPD, mes serveurs ils sont où, et blablabla. Maintenant, moi je suis premier en SEO sur Agence N8N, j'ai une demande par semaine, voire 2 par semaine sur comment automatiser du N8N. Donc tu vois que le monde il a changé et donc peut-être de la transition IA, peut-être quand dans 2-3 ans tu auras des cabinets externes de consulting IA. Je pense qu'il y a un marché là-dessus, mais aussi il faut avoir la porte d'entrée pour le grand compte et je pense que nous on n'avait pas on n'avait pas cette porte d'entrée pour vendre du consulting. C'est ce que font les grosses ESN, hein. Enfin les grosses boîtes, elles vendent du consulting. Conseil là-dedans. Hein. Mais c'est vrai que c'est dur d'y voir clair aujourd'hui avec tout ce qui peut sortir, etc. Surtout moi, c'est la vraie problématique que les clients ont, c'est j'en vois de partout. En fait, t'as le FOMO LinkedIn à dire je suis en retard. Et nous, c'est ce qu'on voulait vendre. Arrête de vouloir tout tester. Vas-y, tout le temps, ils voulaient tester un nouveau tool. N8N, il sort, ils veulent tester N8N. OpenClaw sort, ils vont vouloir tester OpenClaw. Gamma.app est sorti. Allez, c'est bon, on arrête tel tool, on se met sur Gamma.app. Tu vois, c'est vraiment, ils ont l'impression, tout le monde a l'impression d'être tout le temps en retard. Hein. Tout le temps en retard. Et en fait, je pense pas. Alors, il y en a qui sont vraiment en retard. Mais la majorité des gens, je pense que ne sont pas en retard. Mais nous, c'est ce qu'on voulait vendre. C'était essayer on te fait ta veille pour toi. Et
Et on te remonte ce qui est pertinent pour ton entreprise qui aussi. est Il y a ça pertinent aussi. pour ton Parce entreprise. que mine de rien, tester des trucs, c'est bien, mais il te faut quand même un certain temps de R&D avant de te rendre compte si c'est pertinent ou pas pour ton entreprise. t'en as Et c'est plein du temps que tu payes pour T'en rien. as plein qui testaient de nouveaux tools. Après, le tool, 3 mois plus tard, il ferme. Bah, vas-y, il a Ouais. changé ton process. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont. Enfin, voilà, enfin, là, j'ai pas d'idée en tête, mais bah, à l'époque, il y a Manus. Alors, peut-être que Manus, maintenant, c'est moins, mais c'était la révolution qui peut automatiser. Ok. Bah, maintenant, on en parle un peu moins. Alors, sûrement que. Peut-être que. Voilà, aujourd'hui, c'est Claude. Tout le monde veut bosser sur Claude. Peut-être que dans 6 mois, Claude sera peut-être mort. Ouais, on n'a aucun moyen de savoir, c'est trop instable. Ouais. Ça rappelle un peu l'époque de. Enfin, c'est moins le cas aujourd'hui, mais quand il y avait un wireframe qui sortait par jour. Les frameworks JS. Les frameworks, pardon. Je sais pas si tu l'as vécu, cette période de framework JS où t'en avais un tous les mois. Et il fallait tous les tester, tous les maîtriser. Enfin, on revient un peu et le même. Les annonces d'emploi à l'époque, elles étaient marrantes aussi. Ah ouais, putain. 7 ans d'expérience sur tel framework qui était sorti il y a 1 an. Ouais. T'avais eu des trucs sympas. En plus, du coup, j'étais déjà chez Hello Work, donc on les voyait en premier levain, ces annonces d'emploi. C'était marrant. Est-ce que il y a quand même un moment où, parce que tu proposes des automations dans un cadre d'entreprise, c'est des process, c'est des trucs très froids. Est-ce qu'il y a quand même des petits moments un peu sympas à vivre en mode, bah là, punaise, je leur ai vraiment changé la vie, c'est trop cool. Des moments de fierté, genre presque perso, quoi. Ah ouais, bah moi j'ai un gros, enfin c'est une petite boîte, mais un de mes plus gros clients aujourd'hui, c'est une agence SEO, ils sont 3. Okay. Quand ils me disaient que les briefs de rédaction qu'ils font aujourd'hui, ça leur fait gagner énormément de temps, et en plus ce qu'on a fait vraiment ranker par rapport à d'autres, parce qu'on est vraiment allé loin dans la stratégie, dans la réflexion globale, etc. Quand il te dit putain, vas-y, juste je rentre le mot-clé, ça me fait un brief parfait, le client, sur ce que tu lui as fait, enfin, quand le client final, au final, il se dit, mais c'est même mieux que moi, tu vois. Là, il me disait encore sur une ville, il bosse pour une ville, enfin, un de ses clients, c'est une ville. Même le mec du musée se disait, putain, comment l'IA allait chercher des trucs aussi poussés pour faire un brief de rédaction, aussi poussé avec des infos, etc., tu vois. Tu dis, bah là, tu dis, ah ouais, voilà, c'est. Là, ça change la vie, c'est cool. Ça change la vie, c'est cool, ouais. Ok. Donc, non, il y a vraiment des trucs. La majorité des clients enfin, même tous les clients sont contents. Après, c'est forcément, tu as des automatisations où tu vas faire gagner beaucoup plus de ROI que d'autres. Hein. Celui qui veut poster sur les réseaux sociaux, VS, comme tu dis, celui qui a 500 briefs à faire par mois et tu lui fais gagner je ne sais combien, bah là. Clairement. Toi qui es un peu visionnaire, du coup, on l'a vu, c'est quoi est-ce que tu aperçois une prochaine révolution? Est-ce que c'est dans la continuité de l'IA? Est-ce que tu vois autre chose? Voilà, c'est la question que je te jette sous le bus. Là, hein. Ou qu'est-ce que t'attends? Est-ce qu'il y a un truc que t'attends qui te manque aujourd'hui ou que tu verrais bien en plus? Non, je pense un peu comme tout le monde. Moi, j'aurais plus une vision, pas défaitiste, mais de se dire, putain, est-ce que c'est pas nous qui allons sauter, en fait? C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de R&D, tu vois. Et je pense que 20% de mon temps, le vendredi, généralement, c'est de la R&D. C'est-à-dire que je teste tous les nouveaux tools, les nouveaux modèles, je clone les nouveaux trucs. Enfin, voilà, parce que je me dis, putain, il faut toujours avoir cette avance sans trop tomber dans le FOMO. Mais moi, j'estime que ma force, elle est là, c'est de prendre toutes les merdes qui arrivent, qu'on voit, tac, de trouver le truc qui est bien et après de le proposer. Et si tu te laisses dépasser, bah là, par contre, c'est plus ça que j'ai peur. C'est de me reposer sur mes acquis et de me dire, je lève les pieds, je suis tranquille, etc. Et de toujours être en perpétuel. C'est un peu ce que j'avais peur au début avec Clément, c'est que vu que je faisais moins de prod, je m'étais un peu, on va dire, enlevé du N8N, la charge technique. Bah, pendant 6 mois, j'avais fait beaucoup moins de N8N, beaucoup plus de salons, de communication, de gestion de boîte, quoi. Et ben, heureusement, après, je me suis remis à la page, mais tu vois, tu as quand même 6 mois, tu dis, ah ouais, je suis quand même passé à côté de pas mal de trucs. Ouais, d'accord. Bah, ça, aujourd'hui, c'est plus, moi, ma crainte de me dire, ça va tellement vite que, au lieu de voir plus tard comment faire, c'est surtout toujours tester. Ouais, toujours rester pertinent, toujours pour pouvoir rester, proposer toujours cette méta et du coup de rester dans cette position de stratège, de pouvoir proposer. C'est ça. Okay. Et de pas être surpris quand t'annonces un truc qui est ouais, tout c'est nouveau, ça, ou etc. des clients qui disent, ah, je vais absolument tester ça. Je dis, bah non, moi j'ai testé pour toi, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Et là, du coup, tu arrives vraiment en mode, je vais pas perdre pas de temps à vouloir faire ça. Ouais. Moi, je te l'ai testé et
ça sert à rien. Ouais. Ou alors tu le fais, mais je te préviens que ça sert à rien et Ouais, voilà, tu le fais en mais tu vois, les conscience. clients, moi, généralement, ils sont quand même assez, enfin, vu que ça fait longtemps que je bosse avec, ils sont quand même, c'est plus relation, je dirais, de partenaire que de client, pour le coup. Ouais. Tu vois, je les appelle, on va manger ensemble, etc. Et du coup, enfin, et pas avare de conseils aussi, tu vois, je vais vite te dire, ça, vas-y, teste ça. Tu vois, moi, il y a j'ai eu pas mal de débats de se dire, est-ce que je dois former les clients à Claude ou pas? Parce que Ok. former les clients à Claude Code, c'est typiquement me tirer une balle dans le pied, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose où si tu le vends au forfait, ça va te prendre 3 jours, tu le tombes en une demi-journée. Tu formes quelqu'un à faire le process de Claude Code, mon process que j'ai pour automatiser du N8N, etc. J'ai plus de travail. Ouais. Mais bon, moi je pars du principe que si tu donnes, etc., le client il a pas le temps aussi de En faire. fait, c'est ça, c'est pas un poste qui va être dédié comme toi, t'es Ouais, dédié à voilà, le ça quand client, il même. veut quelqu'un de confiance, il a une idée, Ouais. il se dit, ah, vas-y, je teste un peu, mais s'il galère, il a d'autres choses à faire, boum, bah, je suis prêt à payer, j'ai l'idée. Et le fait de pas que ça soit une boîte noire qui voit aussi que comment je fonctionne, moi, je pars du principe que c'est win-win. Ouais. C'est un peu mon fonctionnement. Je pense pas que ce soit le meilleur parce que d'un point de vue rentabilité, je pense que c'est pas forcément de dire au client, ben, ça, tu peux le faire avec Claude Code, il va te dire, bah, c'est ultra simple, tu vois. Mais aujourd'hui, ça marche. Est-ce que ça marchera demain? Je sais pas. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même, c'est vrai que Claude Code peut faire plein de choses, mais c'est grillé à 10 000. Et si quelqu'un sait bien l'utiliser ou pas. Ouais, c'est un peu comme du Elementor, tu vois, à l'époque. Ouais. Est-ce que tu veux former tes clients à utiliser Elementor ou pas, tu vois? Une agence web, à l'époque, personne voulait former les écoles, les boîtes Elementor parce que on va te remplacer, tu vois. Ouais. Mais au Dans les final, c'est pas faits. pour autant Bilan que de les gens savent faire l'opération, ouais. du Elementor, hein. Ouais, Non. c'est clair. Bah, Non, nous, non. on s'était même posé la réflexion une fois. On a beaucoup bossé avec ACF avant que Gutenberg arrive, etc. Tu dis, on fait tout bien pour qu'ils aient la main sur tout, etc. Et au final, tu te rends compte qu'ils t'appellent à chaque fois qu'ils ont besoin de modifier un truc. C'est Tu dis, sûr. putain, pourquoi on se fait chier? Non, mais c'est sûr. On va Exactement. faire en Ouais. statique et voilà, c'est bon. Non, non, mais ouais, c'est une vision. Après, l'aspect formation, quand même, tout ça, t'as quand même l'air d'avoir cette envie de transmettre quand même Ouais. et de divulguer, enfin de vulgariser, j'y arrivais. Nous, par exemple, moi, je t'ai connu au WordCamp 2024 de Rennes. Et ça m'avait un peu bluffé parce que l'automatisation, enfin moi en 2024, c'était un sujet qui était très loin, c'était vraiment tout neuf. Et même en tant que dev, en vrai, j'aurais pu me plonger dans Make and 8N, mais pas tant. Et il y a un vrai truc quand même chez toi de vouloir vulgariser, d'apporter la connaissance quand même. Ouais, mais par contre, moins aux juniors. Tu vois, là, je suis plus en mode, et je pense que ma valeur, et je me rends compte parce que j'ai fait des formations avec Abondance, avec Alfie, je suis partenaire avec eux, où on vulgariser pour les juniors, c'est pas ma cam. Moi, il faut que les mecs ils aient déjà un background technique, et je pense que ma vraie valeur, elle est d'aller vraiment dans le dur, quoi. Taper les vrais tips, etc. Et être trop junior, bah, ça m'embête. Je prends pas de plaisir à vouloir. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'est une variable, par exemple, Ouais, bah il y a qu'est-ce trop à qu'une API, rattraper, il y a quoi. trop à rattraper, et je pense que je suis pas le meilleur pour ça. Je suis pas assez pédagogique. Par contre, c'est vraiment, il faut aller dans de la formation, du scrapping, des trucs comme ça, vraiment poussé. Bah là, je pense que j'ai une vraie plus-value. J'étais chez une boîte à Nantes il y a pas longtemps, en plus il y a 2-3 semaines, où les mecs, enfin ouais, un mois, où les mecs ils sont vraiment kiffés parce que je suis allé former sur voilà, sur des trucs, c'était des devs, tu vois. Bah les former à une huitaine aux devs, quand t'as jamais, bah tu parles déjà le même langage. Déjà. Et alors que quand tu veux former Madame Michu, qui est responsable CMO, qui fait du community management, un peu de SEO, un peu de SEA, on était sur deux trucs différents, et je pense que je suis pas, voilà. Mais du coup, oui, la formation, c'est bien. Moi, j'aime bien transmettre à des mecs qui ont envie d'apprendre, qui sont passionnés. Bah, t'as déjà dû la voir, toi, du coup, avec ton passé, quand t'étais en full SEO, les relations avec les devs où au début, les deux freins serrés, non, on fait pas compliqué. Mais si, regarde cette variable, c'est un vrai machin. job de savoir parler aux devs. Hein. Ouais. Et après, quand tu me poses un peu tes couilles sur la table et tu dis non, mais on parle le même langage. Voilà. Ah, direct, là, il prend mieux, là. Hein. Ah, et putain, et c'était meilleur pote. Ça, c'est exactement ça, tu vois. Ah, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on n'en a pas trop parlé jusque-là, mais toi, du coup, Séquence est basé à Lyon. Il y a un vrai vivier digital, numérique au global à Lyon. C'est comment est-ce que tu penses que l'écosystème lyonnais
est propice aussi au développement de ce genre de boîte, ou Séquence aurait pu ouvrir n'importe où en France? On aurait pu ouvrir n'importe où en France. Nous, on a fait beaucoup d'acquisitions en salon. Et ouais. Et ça, c'est, je pense, une reco que je vous recommande, enfin, que je recommande c'est que le salon physique, c'est un vivier à lead. Ok. Je pensais pas. Ça demande de l'argent parce que un salon, c'est, en moyenne, on est à Paris, tu vois, un salon, c'est 10 000 balles. Okay. Entre 3 jours de stand plus les hôtels, les machins, les trucs, et sans compter le temps que tu passes pas à facturer. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais par contre, c'est un ROI de 10 quoi, pas du court terme. Mais je pense que c'est ce qui nous a lancé aussi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup allé chercher. Alors oui, on avait certains clients sur et encore, on n'a pas trop de clients à Lyon. Majorité sont quand même à Paris. Okay. Oui, il y a un écosystème web à Lyon, etc. Mais l'acquisition est on faisait 2 ou 3 salons par an physiques. Ok. Ouais, on a fait 7-8 salons en 2 ans, donc c'est ce qui... Et conférences. Et aussi, quand je dis conférence, c'est le WordCamp, le SEO Camp, le physique. Je pensais pas que le physique marchait autant que ça pour l'acquisition de clients. Ok. Non, j'avoue que l'image du salon, c'est vraiment le truc où on se serre des mains, on échange des cartes, mais derrière... par exemple, tu vois, salon. Ouais. Ouais, c'est aussi parce que tu adresses des grands comptes, mine de rien, et qu'ils se trouvent là et qu'ils fonctionnent eux aussi comme ça. Ouais, et en fait, je pense que le fait d'être petite entreprise par rapport à d'autres agences, on était au salon, t'as Publicis, t'as les mecs qui ont des commerciaux en face, qui ont des gros. Et nous, on était 2, on faisait et la prod et le truc. Donc, t'as certains clients qui aiment bien dire, ah ouais, ils viennent au salon, ça veut dire qu'ils. Forcément, j'ai l'impression que t'as une preuve de légitimité. Ouais, que ça marche, sinon tu serais pas là. Un peu mieux que c'est un peu comme le YouTube qui marche en preuve de légitimité plus que le mec qui fait que du LinkedIn. Là, je sais pas, j'ai l'impression que le mec qui sort le podcast comme vous, par rapport à celui qui poste que du contenu sans montrer sa tête, il a beaucoup plus de légitimité. C'est un peu pareil le salon. Ouais, ils sont là, ils osent montrer leur tête d'accréditation. Et vraiment ça, c'est compliqué parce qu'il faut aller démarcher les gens. C'est des choses que nous, moi du moins, je suis pas commercial comme vous. Allez, arrêter les gens dans le stand et dire, tu vois, c'est sortir de son confort. Hein. Ouais, parce que j'aime bien le comme nous. Non, mais parce que quand je dis comme nous, tu vois, je pense qu'on est pareil. On est derrière les PC, on sort pas d'une école de commerce. Allez, voilà. Et du coup, les WordCamp, c'est fatigant, nous. Hein. Ah ouais. Voir des gens. Faut sortir, faut parler à des gens. Ouais, ben voilà, comme nous. Enfin, c'est ça, c'est. Et du coup, il y avait le stand Séquence, et c'est dans ce stand-là où il fallait alpaguer, etc. Ouais, t'as ton stand, comme si tu vas au Word. Mais bon, tu vois, on a fait le All for Customer, 15 000 personnes. Ouais. On a fait Tech for Retail, 15 000 personnes. On a fait Success Marketing, alors qui est beaucoup plus petit à Nantes, qui à l'époque, mes salons, on a fait 2 fois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme salon? Il y avait le one-to-one à Monaco. Parce que là, on avait regardé les prix. Oui. C'est un autre monde. Ouais. Ah d'accord. On a fait un salon à Grenoble, ça s'appelle Tech and Fest. On a fait des salons comme ça. Et c'est vraiment arrivé, t'as ton stand, le mec il dit c'est quoi automatisation? On a des questions. Vous automatisez du hardware ou du software? Les mecs, dans leur tête, ils pensaient qu'automatisation, c'était automatisation de chaîne de production pour l'industrie, quoi. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'éducation. Voilà, c'est un vrai job. Je pensais pas, ça fatigue. Hein. Ça te challenge vachement sur tes convictions, quoi. Et surtout de présenter ton offre, comment tu présentes. Au début, c'est du fail. Les mecs, ils te font comprendre qu'ils comprennent rien. Ouais. C'est savoir aussi. Moi, j'ai appris du coaching avec des gens de comment en fait, t'as pas un script, mais on va dire une trame de grandes questions, tu vois, en mode entonnoir, pour avec les questions savoir quel est le type de personne, parce que t'as des mecs qui sont ultra qualifiés, d'autres qui sont pas du tout qualifiés. C'est comment tu arrives à lui proposer ta bonne étude de cas en fonction, en 3-4 questions, arriver à cerner le personnage. Donc voilà, c'est des vraies compétences que tu apprends. Ouais, carrément. Et puis, bon challengeant. Ouais, j'imagine. Et puis préparer aussi tes réponses aux objections qui reviennent souvent. Ouais, après les objections, c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais, voilà. Mais déjà voilà, au bout de 5 fois, tu as compris que RGPD, c'était la plus grosse objection. Ouais. Que, voilà, comme voilà. Il y a un vrai sujet avec la RGPD? Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est le principal sujet, je pense. Ouais, c'est pas un faux problème. D'autant plus avec,
enfin, faux problème. Bah, ça, j'ai l'impression que mais ça, c'est quelque chose que j'arriverai jamais à comprendre. C'est que les Là, il y a un vrai sujet. On a soulevé un truc, une épine. Il y a un changement de posture. Là, c'est non, vraiment... mais parce que les boîtes disent il ne faut pas utiliser ChatGPT, OpenAI, n'utilisez pas ChatGPT, on va vous mettre Copilot. Bon, ça, c'est la base. Tout est grand gros. Mais nous, non, on a une charte, vous n'avez pas le droit d'utiliser, il faut absolument qu'on utilise Mistral en local, etc. Mais en fait, son employé, il va télécharger son fichier Excel, il va le drag and drop dans Claude sur son PC portable, il va se l'envoyer, et c'est exactement pareil. Et je pense qu'il y a alors je sais pas s'il y a pas tout le monde qui le fait, mais moi il y a des clients qui me disaient mais on n'a pas le droit d'utiliser ça, mais pourtant ben on le fait parce qu'en fait on se rend compte que Mistral à l'époque c'est pas aussi puissant que ce qu'on a besoin. Ouais. Et en fait c'est pour ça que RGPD je trouve c'est un peu enfin pas le faux problème, mais tout le monde se cache derrière pour dire je me sécurise. Ok, il faut avoir des données. Et moi je suis le premier à dire bah oui, on va pas envoyer tes emails dans demain, tu es une grosse boîte, tu vas pas envoyer tous tes emails dans OpenAI. Mais il faut pas non plus, je pense, se brider sur certains points. Surtout que d'autant plus, normalement, enfin, c'est pareil, c'est les Américains, mais l'API d'OpenAI n'est pas censé entraîner tes données. Il y en a beaucoup qui confondent tout, ChatGPT, OpenAI, Copilot, alors qu'au final, c'est le même modèle. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est trop vague pour tout le monde. Et mais le RGPD est un vrai sujet, pour quoi. Enfin, RGPD/sécurité des données, c'est une vraie grosse problématique chez les boîtes. Ouais, bah toi, typiquement, quand tu viens installer une automatisation dans une boîte, si tu es face à la DSI ou quoi, ça doit revenir. Eh ben, à l'époque, ouais. Maintenant, on a OVH et Endpoint qui est en gros, avant, pour utiliser du Mistral, du Olama en local, il fallait que tu aies l'infra technique pour. Maintenant, tu as OVH qui a sorti un endpoint qui est normalement ISO 27001, RGPD, etc. Où en gros, tu payes au token chez eux, tu payes à l'appel API, et c'est eux qui hébergent les modèles. Donc, ça a quand même vachement réduit le frein RGPD où moi, aujourd'hui, quand les clients ils veulent pas, ça leur dit, bah, tu as deux solutions. C'est soit t'héberges Mistral en interne, mais ça te coûte 1000 balles par mois, ça si tu as l'infra. Soit, bah, sinon, on passe par des trucs comme ça. Tu vois avec la sécu de OVH, tu fais ton call, ils vont te rassurer et ça passe. Ouais. Ok. Mais oui, c'est le gros frein. Et la DSI, c'est pareil. Tu as des DSI qui sont très ouverts. Très ouvertes et d'autres qui sont fermées. Mais bon, quand ils sont fermés, c'est un peu comme les devs en SEO à l'époque. Hein. Faut savoir leur parler. Mais au bout la DSI, c'est la porte de. Si t'arrives pas à l'avoir dans ta poche, c'est mort. C'est mort. Ouais, okay. Ouais. Mais ça dépend. Ouais. Le mieux, c'est quand même quand c'est le dirigeant qui vient et du coup, bah, la DSI, elle s'adapte. Elle suit. On trouve des compromis, mais quand c'est le marketing qui arrive et que tu mets des freins, la DSI, elle a autre chose à faire que aujourd'hui. La DSI, tout le monde est sur les facturations électroniques, c'est les nouveaux trucs qui arrivent. Ça, c'est le chantier de 2026. Bah, tu vois, ils disent bon, même si l'IA passe quand même aujourd'hui dans les prios chez toutes les DSI, quoi. Mais Et du coup, de ce qu'on entend, tu automatises tout pour les autres entreprises, tout ça. Toi, ta propre vie, elle est comment? Est-ce que tu arrives à déconnecter? Est-ce que tu automatises des trucs en perso? Est-ce que tu... Ouais, ma copine m'a quand même dit à qui tu parles en vocal? Et je dis à mon bot. Elle me dit oh, t'as quand même pas parlé à ton bot. Donc, non. 50-50. Non, j'automatise pas tout, mais j'ai quand même pas mal de petits trucs qui servent. Moi, je suis quand même déjà quelqu'un de assez pas organisé, mais on va dire structuré. Je mets toutes mes notes. J'ai beaucoup de avec Trello, Notion, etc. Et quand même, si je passe quand même beaucoup de temps. En fait, maintenant, d'autant plus que bah, tu as les OpenClaw qui sont sortis. J'ai l'impression, autant avant, il fallait être sur le PC pour bosser. Ouais. Maintenant, là, tu n'as plus besoin d'être sur le PC. T'as plus besoin d'être sur le PC. Tu peux coder, utiliser l'IA à travers Discord, Telegram, ton téléphone. Et moi, je pense que ça, il faut que c'est une de mes objectifs, c'est peut-être de réduire un peu cette dépendance, pas cette dépendance, mais vu que tu as toujours plein d'idées, bah, c'est de pouvoir, d'accessible de partout. C'est un peu shot de dopamine, quoi. À l'époque, c'était TikTok, les shots de dopamine. Là, c'est de se dire,
t'as ton agent qui fait ton petit truc. Ouais. Et t'as pas une notion de se dire, putain, mon quota Claude, il est pas encore fini, je peux aller bourriner. Ouais. Je l'ai pas encore fini, moi, mais oui, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en fait, tu pourrais tout le temps bosser. Ouais. Ouais, ça, le c'est problème, ça, c'est que sortir du taf, c'est quand même autant. Avant, t'avais le PC, donc t'as plus de PC, tu bosses plus. Et Non, surtout que les tâches qu'on fait maintenant, en l'ayant nous aussi pas mal utilisé, elles demandent beaucoup de réflexion. T'as plus beaucoup de tâches débiles où tu vas rentrer un truc et vraiment tu t'aères l'esprit. Maintenant, ça te prend vraiment 100% de ta bande passante. Quoi. Ah, c'est ça. Et puis en vocal, maintenant tu fais des vocaux. Limite, t'arrives à coder en parlant, quoi. Moi, c'est ce que je fais, hein, les prompts de cahier des charges, etc. Je fais un vocal dans mon jardin, tac, 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 tac. Tu reviens, putain, j'étais à La Réunion il y a 2 semaines là pour Grosse Island. Grosse Island, ouais. Et alors c'était moitié boulot, enfin 3/4 boulot quand même et un peu de vacances, enfin les week-ends, etc. Mais tu fais tes prompts, Claude. Tu vas à la piscine, tu reviens 5 minutes après, ton truc il a marché, tu testes, tac, 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 allez, hop, tu relances 2-3 terminaux. Ouais, tu réitères un truc, tu refais reviens, un plouf. et tu vois, tu dis, putain, dans quelle vie on est? C'est que c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais. C'est pas mal, hein. Au final, c'est peut-être ça, l'aboutissement de ça, c'est t'es à la piscine tous les jours, t'es en semi-vacances tous les jours, tu reviens de temps en temps faire tes trucs. Gérant Claude. Pour tout le monde, hein, c'est ça, tu deviens gérant de Claude, de tes petits agents. Ah ouais, mais je pense qu'il faut pas non plus tomber dans le faux, mais à terme, moi, c'est une vision comme à long terme, moi, c'est ce que j'aimerais, tu vois, c'est de dire, je monte ma petite boîte que d'agents. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Je pense que tout est possible, mais aujourd'hui, je vois pas comment on pourrait monter, du moins un SaaS ou un service que de full IA. Ouais. Mais je pense qu'à terme, d'avoir une armée de sous-agents spécialisés dans chacune des trucs, je pense que dans quelques temps, on y verra. Ouais. Et il y a bien une story qui va nous arriver de quelqu'un qu'on connaît qui a monté sa propre boîte full IA, je pense. On a vu on était au World Camp Nice et il y avait un fou notamment de Grenoble qu'on va voir bientôt, qui s'est fait une petite équipe de 930 agents ultra spécialisés. Qui font des vrais... Oui. Ouais. Parce que tu peux avoir 930 agents qui font des tâches, ok, mais est-ce que c'est 930 agents qui font que derrière ça ramène du vrai argent? Ouais, en fait, en gros, il a un peu ce framework d'agence IA, et après, il peut les utiliser pour en faire d'autres choses et avoir des petites spécialisations, tu vois. Mais en gros, il a ce truc-là, full agency, web agency. Et, full automatisé. Ouais. Et je pense ça, tu vois, je parlais avec un client qui est devenu proche ce matin, qui m'a envoyé un message, qui me dit, putain, j'ai une idée, c'est comment je veux vendre des sites internet que depuis un formulaire en mode e-shop. Ah oui, ok. Où tu rentres un formulaire, tu tapes, tac, 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 t'appuies sur un bouton, ça monte des sites spécialisés avec ces agents, etc. Je pense qu'on y viendra. Mais ça se trouve, ça existe sûrement aujourd'hui. Je pense que après, c'est presque comme Lovable qui peut plus ou moins tendre vers ce truc-là. Oui, après, mais là, je caricature un peu le trait. C'est un peu ça. Mais après, c'est à quel point tout aura la même gueule ou pas. Ça, c'est encore un autre. Tout aura la même gueule ou pas. Ah bah ça c'est ça le truc de créativité. Ouais, mais c'est comme Solocal à l'époque, tous les artisans avaient les mêmes sites, tu vois. Oui. Ne serait-ce que même les thèmes de l'époque sur WordPress. Tout le monde avait le thème. Des Avada, putain, on en a vu. Over, je captais, j'ai dit ok, d'accord. Avada, c'est Avada. Et puis en vrai, quand tu vois, il y a encore des trucs qui existent. Typiquement, moi, ça me choque toujours les restaurants, souvent les pizzerias, tout ça, qui ont toujours la même gueule avec Fox Orders derrière où tu peux faire ta commande en ligne, machin. En fait, c'est toujours le même template. Et même au-delà de ça, alors il y a l'expérience qui parle, mais tu vois, quand tu arrives sur un site, notamment les shops, direct tu vas dire, ah ça c'est un Shopify. T'as quand même ce truc de, ça ressemble déjà un peu, tu vois. Alors, on sent un peu d'automatisation, mais plus du SEO, dev, etc. On a fait une refonte pour un client qui était sur WooCommerce. On l'a passé en Shopify. J'ai l'impression que ça convertit beaucoup mieux parce que les gens sont presque Shopify, les gens, c'est gage de qualité le checkout. Ouais. Moi, j'ai un peu cette vision, c'est de se dire, OK, Shopify, les gens, ils sont tellement fait lessiver par le checkout Shopify que dans la tête des gens, Shopify, c'est forcément bien. Si ton site est sur Shopify, c'est forcément bien. Ouais. Mais je sais pas. Alors qu'on peut faire de la merde avec un Shopify, hein. Mais complet. Mais c'est un peu le. Après, je trouve que dans la plupart des WooCommerce, la partie checkout, elle est souvent mal gérée et très très éclatée.
En vrai, tu vois, nous on a repris un site où justement la partie checkout, on l'a un peu refaite dans ce mode-là. C'est-à-dire, t'as vraiment plus de navigation, etc. Tu remets clean. Et ben en fait, la conversion est meilleure de base. Ouais, okay. Même si c'est juste qu'en fait tout est. Le one page. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais à l'époque, le one page, il y a 5-6 ans. Ça marchait pas, ça marchait qu'aux US, tu vois. Ouais, carrément. Avant Covid, les gens, tu voyais du one page, il fallait 3 étapes, tu vois. Ouais, ça te non, là, tu vois qu'on a quand même gagné de la conversion globale, mais parce qu'en fait, le truc est hyper travaillé. Et c'est pas pour rien que c'est la seule page dans tout ton site que t'as pas le droit de bouger chez Shopify aussi. Oui. Ah, tu penses? Ah, tu peux pas y toucher. Oui, je sais que tu peux. Ouais. Ah, mais c'est peut-être pour ça. C'est sûr et certain. Parce qu'en fait, sinon, ils vont perdre de la garantie de conversion, entre guillemets. Ah, du coup, ils disent, tu peux pas faire de la merde. Ah ouais, donc... pour moi, à l'inverse, je pensais qu'ils voulaient pas parce que justement, ils se sont dit, ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Je suis quasi persuadé que c'est ça. On demandera, voilà. En plus, c'est un énorme geek, le patron de Shopify. C'est canadien, non? Ouais, ils ont une équipe e-sport de StarCraft 2. Ah ouais. Et c'est une des seules boîtes qui continue à mettre de l'argent dessus. Équipe e-sport, level, équipe e-sport StarCraft 2, gros level. Ils ont StarCraft, Valorant, League of Legends. Et StarCraft, c'est parce que c'était son jeu de cœur et il veut pas déloger. Ah ouais, c'est beau. Shopify Rébellion. Il nous faut quelqu'un de chez Shopify dans le télescope, bien sûr. T'es un gros nerd quand même pour être resté sur StarCraft. Je pensais pas qu'on parlait de StarCraft dans cette épisode. Non, écoute, c'est Shopify. Merci Shopify. C'est clair. On arrive gentiment vers la fin. J'ai 2 dernières questions pour toi. Si tu devais donner un conseil à une boîte qui hésite à automatiser, ce serait quoi? Tu vas sur le site cvlc.fr, ça vaut le coup. Même sur le site séquence, j'ai refait le simulateur. Donc si tu veux, et j'ai refait un petit simulateur. En gros, combien de temps tu fais cette tâche? Ok. Non, pardon. Combien de temps te prend cette tâche? Combien de fois tu l'as fait par semaine? Si tu la sous-traites ou même toi, quel est ton taux horaire? Ok. Ça va te dire combien de temps, si tu l'automatises, tu gagnes. Et donc, coup, tu vois directement le ROI. Tu vois derrière si ça vaut le coup ou pas d'automatiser. Ok, très cool. Il y a cvlc.fr, ça vaut le coup.fr. Ok. C'est toi derrière aussi? Non. Non, c'est... non, c'était juste repompé. Voilà, mais ça marche, donc bon. Et du coup, ça te permet de voir est-ce que cette tâche est automatisable ou pas. Ok, trop bien. Ouais, ça donne un truc concret très vite. Ok, trop cool. Et écoute, dernière question. Qui est-ce que tu aimerais voir à ta place une prochaine fois? Ouh, belle question ça. En mode... alors attends. En mode web large. Ouais. Pas forcément de Grenoble. Non, on découvre la France aussi. Réfléchir. Pas SEO, il faudrait quelqu'un un peu. Grégory Perrin, vous l'avez Non. Ah non, oui, non. Ok. Bien, lui en mode sur Okara, etc. Ouais. Et ben voilà, un nouveau nom ajouté. On l'a pas dans le Pokédex. Non, on l'a pas. Et ben c'est noté. Merci beaucoup, Merci Joanie. Merci pour ton temps. Cool. Et ben ravi que ça t'ait plu. On souhaite longue vie à Séquence. Bonne continuation à toi et puis à bientôt. Merci. Salut. Merci.